Je suis la directrice qualité pour le siège d'AFG Autisme. Donc, je travaille avec Marie Schuster, que vous connaissez certainement, qui est responsable responsable d'AFG Formation, donc qui monte toutes les formations et notamment les webinaires. Alors, on vous a proposé une série de webinaires en tout cas qui sont déjà programmés jusqu'en juin, et on souhaitait faire intervenir Patrice Coty sur la question de la bientraitance et la prévention de la maltraitance, puisque c'est un sujet qui est d'actualité, mais bien avant cette actualité, on s'en était préoccupé, puisque vous le savez peut-être, il y a un protocole de lutte contre la maltraitance dans les établissements d'AFG Autisme qu'on va réactualiser, et puis surtout on aimerait développer et déployer sur les établissements une charte de la bientraitance en direction des usagers que nous accueillons. C'est une notion particulièrement importante qui recouvre différents sujets et concepts. Patrice va vous en parler. Patrice Coty, qui va se présenter, est directeur du FAM Bizideki et d'un SAMSA qui a 2 antennes à Pau et à Bayonne, et il a beaucoup travaillé sur cette question. Donc on lui a proposé, et il a vraiment gentiment accepté de faire part de sa réflexion et de son expérience sur le sujet. Je laisse Patrice commencer, parce qu'il est déjà 16h39. Ok. Du coup, rebonjour tout le monde. Oui, Patrice Coty, directeur du FAM Bizideki et directeur du SAMSA TSA 64. Et ces questions autour de la bientraitance, la prévention de la maltraitance et la prise en compte des situations de maltraitance, puisqu'elles existent, c'est une question qui me préoccupe depuis que je fais ce travail-là. Et ça fait 15 ans que je dirige des ESMS, la plupart du temps des structures pour personnes autistes, IME, FAM, CESAD, là le SAMSA régulièrement, et là le SAMSA depuis 4 ans, pardon. Donc voilà, c'est une question qui est omniprésente, à laquelle on est tous confrontés. Et c'est important effectivement d'y faire face et de la prendre en compte au-delà de la notion d'obligation réglementaire. On va le voir, il y a des obligations réglementaires par rapport à ces notions-là, mais au-delà de ça, si on veut pouvoir faire le travail correctement et accompagner les personnes dont on a la responsabilité dans de bonnes conditions, c'est obligatoirement des notions qu'il faut avoir à l'esprit, et c'est des notions qui sont présentes, c'est-à-dire que les notions notamment de risque de maltraitance, on verra, c'est des notions qui sont présentes, c'est un risque qui est présent, on entend tous parler de tel truc qui s'est passé dans un EHPAD, de tel truc qui s'est passé dans un IME, c'est de l'actualité qu'on a tous les ans, et des fois quand on se regarde de près, on se rend compte que le risque il est également présent dans les établissements qu'on dirige ou dans lesquels on travaille. Donc c'est vraiment une question qu'il faut prendre en compte très très sérieusement, puisque ça n'arrive pas que chez les voisins ou chez les copains. Donc voilà, alors l'origine de ce PowerPoint, c'est du document que je vais vous présenter, c'est un document que j'ai commencé à construire, ça fait déjà 10 ans. Donc au moment où j'ai été confronté dans un IME à une situation où la maltraitance pouvait être assez régulièrement présente, je pense, de façon un petit peu passive ou sous-jacente. Et c'est quelque chose que j'avais commencé à travailler, et c'est un document que je mâche régulièrement. Là, c'est la dernière mise à jour, et il y a ne serait-ce qu'un mois ou deux, c'est un document qui a été présenté aux salariés du SAMSA dans lequel je travaille. Et ces questions-là sont des questions qui ne sont pas présentes que dans les structures d'hébergement pour personnes très dépendantes. On se rend compte que les risques et ces notions-là, c'est des notions qui doivent être présentes dans tous les services pour enfants, pour adultes, pour personnes avec ou sans déficience intellectuelle. C'est vraiment des notions qu'il est important de prendre en compte. Du coup, alors je regarde pour passer la diapo suivante, sur quel écran. Ok. Voilà. Donc du coup, premier élément par rapport à ces notions-là, je vous parlais d'obligations réglementaires, puisqu'effectivement, nous avons des obligations et il y a des choses qui s'imposent à nous, nous n'avons pas le choix. Il y a eu un décret en 2016 qui est sorti relatif à l'obligation de signalement des situations de maltraitance, et chaque structure est dans l'obligation de signaler les situations de maltraitance auxquelles elle est confrontée. Donc il y a eu un décret en 2016 qui est sorti en ce sens. Sur les notions de bientraitance notamment, vous avez la loi de janvier 2002, qui n'est ni plus ni moins qu'un cadre qui précise dans lequel on doit pouvoir être bientraitant par nos accompagnements.
Et un des premiers éléments de la bientraitance, c'est justement l'existence des projets personnalisés de l'adaptation de l'accompagnement aux besoins de la personne. La loi 2502 relative à l'égalité des chances et la participation des personnes handicapées a une implication importante autour de ces notions-là. Et la loi 2007-293, réformant la protection de l'enfance, elle aussi intervenait dans ces notions-là. Et j'ai appris ce matin ou hier soir qu'il venait d'y avoir un superbe texte qui venait de sortir qui s'appelle la loi Taquet, qui est la loi 2022-140 du 7 février 2022, c'est tout frais, tout neuf, qui précise un certain nombre d'éléments autour de la protection de l'enfance, sauf qu'en prenant connaissance de ce texte-là, merci beaucoup Sonia, Marie et le pôle conformité et qualité, ce texte-là a énoncé un certain nombre de choses qui viennent pas mal faire évoluer ces notions-là. Et c'est des notions qui vont être très présentes, je pense, à la lecture du document ou de la synthèse du document dans les mois à venir. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à prendre en compte. Donc, voilà, au-delà des volontés des établissements, des volontés associatives et de l'implication qu'on peut tous avoir, on est tous travailleurs sociaux et donc on a le souci du bien-être des personnes qu'on accompagne, j'espère en tout cas. Il y a des obligations réglementaires qui viennent de l'extérieur, qui s'imposent à nous, et ça, c'est une dimension essentielle. Donc voilà pour le cadre réglementaire. Au niveau des ressources documentaires sur lesquelles je me suis appuyé pour vous faire cette présentation-là, il y en a deux notamment. Il y a la reco de l'ANESM de 2008, définition et repères pour la mise en œuvre de la bientraitance, et la mission du responsable d'établissement et le rôle de l'encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance. Et c'est pas parce qu'il est question du responsable d'établissement et de l'encadrement dans la prévention de la maltraitance que cette reco n'est seulement à l'attention de l'encadrement. Je vous invite vivement tous à en prendre connaissance et ça fait partie du travail institutionnel et des réflexions institutionnelles qu'on doit avoir. Et pour que tout le monde ait le même niveau d'information, je pense que tous les salariés, c'est intéressant si vous en avez connaissance. Alors les recos, je pense que tout le monde sait un peu comment ça marche. Il y en a énormément. Rien que le nombre des recos qui existent, vous en avez comme ça. Donc, je vous invite très vivement, avant de vous plonger dans les grosses recommandations, là, celle sur la bientraitance, je crois qu'elle doit faire 80 pages. Non, elle a fait que 40 pages. Vous avez la recommandation. Mais avant de vous plonger dans les recommandations, regardez les synthèses. Déjà, c'est des documents qui sont assez complets, qui sont assez précis. Et vraiment, seulement si vous avez besoin d'approfondir une notion, là, vous vous appropriez la recommandation in extenso. Ces recos, pareil, c'est des éléments de bientraitance aussi. Au moment où elles sont sorties dans le travail social, pour ceux qui travaillent depuis longtemps, on se souvient, ça enfonce des portes ouvertes, on le sait déjà, on n'avait pas besoin de lire un truc pour qu'on sache qu'il fallait travailler comme ça. Oui, certes, mais n'empêche que ça va mieux en le disant et ça va mieux en l'écrivant. Du coup, alors, le webinaire était présenté autour de la notion de bientraitance. Et finalement, rapidement, il y a aussi quand même la notion de maltraitance qui intervient à ce niveau-là. On est sur deux notions qui sont à des niveaux différents, mais c'est quand même deux notions qui sont très, très intriquées. Donc, il y a les deux termes de bientraitance et de maltraitance qui sont des notions distinctes. Elles ne viennent pas s'opposer, elles viennent se compléter. Par contre, ce n'est pas parce qu'on a une absence de violence institutionnelle ou de maltraitance que forcément, on a bientraitance. Il y a la maltraitance d'un côté qu'il convient d'éviter le plus possible, mais ce n'est pas parce qu'on a tout évité, qu'on a tout fait pour qu'il n'y ait pas de maltraitance, qu'il y aura forcément de la bientraitance. Mais pour pouvoir être bientraitant, bien évidemment, il faut évacuer le plus possible toute situation et tout risque de maltraitance. Évidemment, pendant la présentation, ceux qui me connaissent déjà savent, je peux avoir tendance à beaucoup parler, dire plein de choses. Et voilà, il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Vous prenez la parole, vous levez la main, on essaye d'échanger, on s'arrête sur un concept. Si on n'a pas fini, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est aussi vraiment de pouvoir bien échanger autour de ça et de bien pouvoir s'approprier les notions. Je préfère qu'on n'aille pas au bout du diapo et qu'on ait pris le temps de vraiment mâcher une notion et de se l'approprier, plutôt que je vous déroule les 20 diapos en 3 quarts d'heure et qu'on sorte de là bon, sans que ça pas forcément amené à la réflexion. Du coup, sur la notion de bientraitance, donc vous avez la synthèse de la reco et vous avez la reco qui vient définir la notion de bientraitance. On va la relire.
La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d'un établissement ou d'un service. La bientraitance vise à promouvoir le bien-être de l'usager en gardant à l'esprit le risque de maltraitance. Donc, la notion de maltraitance n'est jamais très loin quand on veut évoquer la notion de bientraitance. La bientraitance ne se réduit ni à l'absence de maltraitance, ni à la prévention de la maltraitance. La bientraitance se caractérise par une recherche permanente d'individualisation et de personnalisation de la prestation. Elle ne peut se construire au sein d'une structure donnée qu'au terme d'échanges continus entre tous les acteurs. Donc la notion de bientraitance, c'est la plus-value qu'on va apporter à la personne pour lui permettre de développer des compétences, de mieux s'épanouir, de mieux construire son projet de vie, d'être mieux dans son environnement, etc., etc. Donc là, voilà. Donc c'est vraiment entre l'état d'esprit et la professionnalité, la technicité qui est indispensable pour pouvoir intervenir de façon bien traitante, notamment auprès de personnes avec autisme, parce que les personnes avec autisme, ça ne s'invente pas il n'y a rien d'intuitif dans ce qu'on fait, ou en tout cas, il y a forcément des moments où ce qu'on va faire en termes d'intervention professionnelle va même pouvoir être contre-intuitif. Donc les fondamentaux de la bientraitance. C'est pas compliqué là ce que j'ai fait, je m'en excuse, mais j'ai repris tous les points fondamentaux de la synthèse de la recommandation. Donc vous pourrez aller le voir, et puis vous allez voir que c'est bêtement un copier-coller. N'empêche que, voilà, je n'allais pas réinventer des choses qui ont déjà été très bien dites. Et les fondamentaux de la bientraitance, ça relève d'une culture partagée, du respect de la personne, de son histoire, de sa dignité, de sa singularité. Ça, c'est un élément qui est essentiel, la continuité de l'histoire de la personne. Souvent, quand on travaille dans nos institutions, surtout les institutions pour adultes où les personnes sont présentes depuis longtemps, on a du mal à imaginer la personne dans son parcours de vie et on peut avoir tendance à se l'approprier. Or, quand on intervient auprès d'une personne, on n'intervient que sur un temps donné et pour les personnes qui interviennent dans les services, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont en CESAD parmi les personnes présentes, on est juste un tout petit bout de sa vie. On n'est pas tout, on n'est pas tout puissant. Donc c'est très très important d'avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça, pour pouvoir bien reconnaître l'importance de la famille, l'importance de l'entourage, l'importance de ce qui s'est passé avant et comment on le prend en compte, et l'histoire et la trajectoire de la personne, et à un moment de se dire que, bah ouais, mais finalement, elle n'est pas avec nous non plus pour toujours, quoique dans certaines situations, pour Katusha et moi, en tout cas, peut-être qu'elle va être avec nous pour longtemps, n'empêche qu'on est un bout de vie de la personne à un moment donné. Donc c'est important dans la façon dont on se la représente. Pour le professionnel, il s'agit d'une façon d'être, de dire, d'agir, soucieuse de l'autre, réactive à ses besoins, à ses demandes, respectueuse de ses choix et de ses refus. La bientraitance intègre le souci de maintenir un cadre institutionnel stable, avec des règles claires, connues, sécurisantes pour tous, et d'un refus sans concession de toute forme de violence. Et donc, la notion d'être réactif aux besoins de la personne, je le rajoute, on le verra peut-être ensuite derrière, mais la notion d'être réactif aux besoins de la personne, là pareil pour les personnes avec autisme, les besoins des personnes qu'on accompagne, ils sont tout sauf évidents. Et je suis convaincu qu'il y a un élément qui est essentiel pour pouvoir vraiment avoir une intervention, un accompagnement qui va être bien traitant, ça va être vraiment la question de l'évaluation et la question de l'échange avec la personne autour de la compréhension de ses besoins. Si on n'arrive pas, en ayant une compréhension fine des besoins de la personne, par une très bonne connaissance technique, c'est clair qu'on aura du mal ensuite derrière à avoir une intervention qui soit bien traitante. L'expression de l'usager est valorisée, la bientraitance est concrètement une démarche répondant aux droits de l'usager et à ses choix. Sur le plan individuel, en ce qui me concerne, sur le plan individuel, on est plutôt pas trop mal. À Bicideki, on avait déjà une vraie culture d'association de la famille, des personnes à l'élaboration de leurs projets personnalisés. Ce qu'on appelle la synthèse ici, c'est un temps d'échange avec la personne et avec son représentant légal autour de la définition du projet. Et toutes les personnes du FAM participent à l'élaboration du projet personnalisé. Même une jeune femme qui va avoir un niveau de développement de 6 mois va être associée à l'élaboration du projet personnalisé. Alors des fois, ça donne lieu à des situations un peu baroques, il n'empêche que ça fonctionne quand même. Et j'ai pu voir des personnes qui avaient des comportements assez posés, assez inhabituels, juste à ce moment-là, et des personnes très, très déficitaires. Donc l'expression de l'usager, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Pareil, c'est comment on va donner à la personne la capacité, et je m'arrêterai là-dessus maintenant, on parle souvent de l'autodétermination des personnes,
Et on va se dire, bah, je reviens à Katusha et moi, hein, les personnes qu'on accompagne, ouais, mais l'autodétermination de trucs, comment veux-tu qu'il y ait de l'autodétermination parce qu'elle est tellement déficitaire, c'est impossible qu'elle aille en activité, elle est tout le temps avec ses stéréotypies, elle est trouble du comportement, elle n'arrive pas à se faire comprendre, les outils de com ça marche pas, ça fait 10 000 fois que l'ortho essaye, etc. etc. Ouais. Ici, on a une jeune femme qui est vraiment très très déficitaire, qui a des troubles du comportement très sévères, qui pouvait avoir jusqu'à 2-3 troubles et crises par jour, avec 2-3 administrations de traitement si besoin par jour pour cette personne-là, hein, donc des psychotropes. Alors certes, il y a un travail global, c'est multifactoriel, on est intervenu notamment sur le régime alimentaire, n'empêche qu'on a donné à cette personne des moyens de s'exprimer. On lui a mis dans un verre 3 sachets de thé pour qu'elle puisse demander du thé plutôt qu'elle vienne casser la figure ou griffer l'éducateur quand elle voulait du thé sans fin. On lui a mis un picto qui lui permet de demander de la musique. Sur cette période-là et sur la période où on lui a mis en place des outils de communication fonctionnelle, on a eu un apaisement très net des troubles des conduites de cette personne-là. Puisque cette personne, aujourd'hui, on ne lui administre plus de traitement si besoin aller 2-3 fois par mois au lieu de 2-3 fois par jour. Et que c'est notamment lié dans les moments où elle a des problèmes intestinaux digestifs importants qui fait qu'elle n'est pas bien, elle est anxieuse, etc., etc. Donc il y a vraiment des choses dans l'autodétermination. Et du coup, on a donné à cette personne des moyens d'autodétermination. Rien que le fait de pouvoir demander un certain nombre de choses et de se faire comprendre. Donc l'autodétermination et la prise en compte des besoins de la personne pour favoriser son expression, quelle que soit la difficulté, les difficultés qu'elle a, c'est vraiment des trucs qui sont super, super importants et ça marche. Le truc souvent, c'est ouais, mais ça marche pas. Non, non, si, ça marche. C'est-à-dire que d'utiliser des outils comme fonctionnels, c'est quelque chose qui va venir fonctionner avec toutes les personnes, y compris les plus déficitaires. Par contre, c'est long, il faut prendre le temps. Donc, c'est l'importance de soutenir les équipes aussi et l'accompagnement qu'on a, nous, les responsables de structure, dans la façon dont on va soutenir les équipes dans cette démarche-là et pas être dans l'injonction, tu dois lui trouver un moyen de communication fonctionnelle. Parce que là, c'est sûr que les personnes, elles ne vont pas pouvoir s'y engager. La recherche de bientraitance est une démarche continue d'adaptation à une situation donnée. Par essence, elle est sans fin. Elle implique une réflexion et une collaboration incessante entre tous les acteurs d'un accompagnement à la recherche de la meilleure réponse possible à un besoin identifié à un moment donné. Et ça, c'est très important. Il y a des notions de temporalité aussi. Je reviens en arrière, pardon. Il y a une notion de temporalité qui est très importante sur les questions de bientraitance et autour de la posture, et y compris dans le lien entre la bientraitance et la maltraitance. Vous pouvez avoir des solutions proposées, des modalités d'accompagnement proposées qui, à un temps donné, à un moment donné, vont être bien traitantes dans un contexte. Si vous avez, je fais appel, par exemple, à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui sur AFG Autisme, la question des espaces de retrait et de contention, c'est quelque chose qui existe et qui doit être défini et bien bordé. J'ai un établissement dans lequel j'ai travaillé, dans lequel j'ai mis en place des espaces de contention. Parce que j'étais avec un enfant autiste très sévère de 13 ans, trouble hétéro-agressif, il y avait remise en cause de la continuité de parcours, des risques d'hospitalisation, des risques de mise en danger, des choses de cet ordre-là. La difficulté était sévère. La compréhension des besoins de la personne autour de l'hypostimulation, autour de la difficulté à se couper, à s'arrêter du fait de l'environnement dans lequel il était, faisait qu'il y avait majoration des troubles. On s'est appuyé sur la personne qui faisait référence à l'époque au niveau de la région où je travaillais, qui était Séverine Gaborio-Recordon, et on s'est appuyé sur son expérience théorique, sa compétence, qui a été fait à la Maison de l'Autisme à Mel par rapport aux espaces de retrait de contention. On a engagé un travail d'1 an avec le conseil d'administration de la SOS et on a bossé la recommandation de bonne pratique professionnelle autour de l'éthique. Et on a pensé le cadre éthique, la réflexion éthique. J'ai pris contact avec le médecin inspecteur de l'ARS et j'ai mis l'ARS dans le coup qui a validé la démarche. À partir du moment où Séverine était dans le jeu, ça allait mieux au médecin inspecteur de l'ARS. On a associé l'agent technique et les agents techniques autour de l'élaboration, la mise en œuvre du truc avec les particularités sensorielles. Il a été formé aux particularités sensorielles, il a vu pourquoi on voulait changer ça, ça et ça. On a fait le plan, on a défini le prototype,
On a fait valider la procédure avec les parents. Les parents étaient bien évidemment associés à la démarche. On a inscrit ça dans le cadre d'une procédure, des moyens de contrôle extérieur importants, avec une psycho d'un établissement partenaire extérieur qui venait nous superviser dans la mise en œuvre de l'outil. On a eu recours à cet outil-là. On était clairement dans une démarche bien traitante à ce moment-là. Peut-être qu'aujourd'hui, la législation va dire que les espaces de retrait fermés à clé pour enfants autistes sont des dispositifs qui sont inacceptables, sont des dispositifs auxquels on ne doit pas avoir recours parce que la reco de la HAS a pu évoluer ou pas, et ce n'est pas le cas. Auquel cas, on ne peut plus mettre en place cette démarche-là, elle deviendrait maltraitante. On aurait pu mettre en place ce type de dispositif dans un contexte non maîtrisé ou mal maîtrisé, avec juste une chambre ou une pièce qui ferme à clé parce que ouais, on a dit qu'il fallait le couper sensoriellement et du coup on arrête tout, on serait devenu maltraitant. D'accord? Donc vous avez des contextes donnés, vous avez des moments donnés et vous avez une histoire qui fait que une situation à un moment donné va être bien traitante et ce type de situation moins maîtrisée ou dans un autre contexte va pouvoir devenir maltraitant. C'est hyper important d'avoir une réflexion permanente autour de ces notions-là et de faire valider les interventions qui posent question autour de la direction de l'établissement, mais aussi au niveau de la direction de l'association. Ce qui me concerne, systématiquement, quand j'ai des interrogations, pas sur les dispositifs aussi longs que celui que j'évoquais, mais même sur des choses qui paraissent bien plus banales, systématiquement, je sollicite la direction de l'association, notamment Sonia Pignon, pour être sûr que sur le plan réglementaire, je suis conforme, et pour être certain qu'en termes de modalité d'intervention, je suis adapté aux besoins de la personne. Voilà. On est souvent dans l'extrême dans le métier qu'on fait, dans l'accompagnement des personnes avec des troubles sévères qu'on a. Souvent, on est les seuls à accepter ou à devoir intervenir auprès de ces personnes-là parce que personne d'autre n'est en mesure de leur proposer quoi que ce soit, y compris l'hôpital. C'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Ça va par rapport à ça ? C'est à peu près partagé ce que je viens de raconter? Ouais. J'espère. Je continue alors. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de temporalité, de recommandation, d'avancer des connaissances, de la science, des machins, des trucs qui vont faire que la notion de bientraitance doit être toujours interrogée. Du coup, les points essentiels de la reco-bientraitance. Je vais essayer d'aller un peu vite. L'usager est co-auteur de son parcours. Donc, ce que je vous disais notamment tout à l'heure, y compris les plus déficitaires. Dans la question de l'usager co-auteur de son parcours, vous avez aussi la question de la place des parents et des familles. Quand vous avez un enfant autiste très déficitaire ou quand vous avez un jeune ado autiste déficitaire de 17 ans qui va devenir adulte, la prise en compte de la place de la famille est essentielle. Y compris avec les adultes ensuite derrière quand les parents sont représentants légaux. D'accord ? Il y a un truc avec lequel j'ai un petit peu de mal, c'est la posture systématique et que je trouve un peu démago. Là, je n'engage que moi personnellement et pas du tout l'association, pardon. C'est la posture systématique de dire maintenant il est majeur, c'est à lui de faire le choix, il n'est pas d'accord visiblement avec ça, donc je prends en compte sa parole et les parents maintenant ils sont représentants légaux certes, mais c'est plus eux qui décident parce que droit de la personne, machin, tout ça. Systématiquement, c'est important d'associer, de solliciter les parents, je pense. Les parents, ils sont pareils dans cette continuité de vie. Il y a un moment où nous, on arrive et un moment où nous, on ne sera pas là. Les parents, ils seront toujours là. Pas tous, malheureusement, on a des décès dans les structures pour adultes. Mais c'est vraiment hyper important, nous, d'avoir de l'humilité par rapport à cette place qu'occupent les parents. Donc, dans la question de la liberté de choix et du choix, il y a la question de la famille et des parents qu'il faut prendre en compte au-delà des obligations réglementaires, avec une grande sincérité et un vrai respect. Et on a des parents particuliers, on le sait bien, d'accord ? Dans l'accompagnement des personnes avec autisme, on sait que certains parents ont des particularités, ont des difficultés. Okay ? Nous, au SAMSA, on a un certain nombre de familles qui ont été diagnostiquées. C'est certain et on le sait, on le voit tous. Il n'empêche qu'il y a vraiment cette attention qui doit être accordée et ce respect qu'on doit accorder à la place et aux souhaits des familles. Donc, la personne, l'accompagnement de l'autonomie, la communication individuelle et collective, le projet d'accueil et d'accompagnement défini et évalué, c'est vraiment là qu'on va être bien traitant. C'est-à-dire que l'intervention ne pourra être bien traitante qu'à partir du moment où on saura pourquoi on va intervenir. Donc c'est toute la méthode, c'est toute l'importance des supervisions, c'est je définis un objectif, je vais intervenir dans le but d'atteindre cet objectif, je vais maîtriser mon environnement d'apprentissage et je vais évaluer les effets de mon intervention
ouais, là, l'intervention va être professionnelle et donc, du coup, bien traitante. Si j'y vais comme ça au feeling et je ne sais pas trop pourquoi, je fais l'atelier pâte à modeler de terre juste parce qu'on m'a dit que j'allais le faire, là, je ne vais pas être bien traitant. Je ne vais pas être forcément maltraitant, hein. Et voilà, je mets la personne dans un contexte qui fait que je ne vais pas maîtriser les apprentissages que je vais lui proposer. La qualité du lien entre professionnel et usager, le respect de la singularité, donc ça c'est fondamental, la vigilance concernant la sécurité physique et le sentiment de sécurité des usagers, c'est une dimension essentielle, et un cadre institutionnel stable. Et c'est vrai que le respect de la singularité, c'est vraiment important. Après, derrière, moi ici, à Bicideki, à l'Arcevo, la singularité de l'usager, sur le plan culturel, je ne suis pas très confronté à une grande hétérogénéité culturelle et c'est assez simple d'être attentif à la singularité de chacun. Je pense à d'autres structures et à d'autres CESAD ou à d'autres IME en région parisienne où vous avez des personnes qui viennent de plein d'origines culturelles, qui viennent de plein d'origines sociales dans le même établissement, avec des difficultés de compréhension, y compris de la langue, etc. etc. Ça demande beaucoup plus d'efforts, j'imagine, que ce que ça nous demande nous ici. Par contre, respect de la singularité, bien traitance, tiens, on est là, pour certains d'entre nous, en train de préparer les coupes Séraphin PH. Pour faire les coupes Séraphin PH, on nous a filé un magnifique courrier de 3 pages à transmettre aux familles pour les informer qu'on fait cette étude-là et que donc ils vont avoir des données personnelles qui vont être traitées d'une telle ou telle façon, mais surtout qu'ils ne s'inquiètent pas, parce que, Katouchia, tu te rappelles du mot ou pas? Parce qu'il y a un truc, et le mot il est hyper compliqué, pour dire que l'identité va être protégée. Et on leur bombarde le machin en caractère 9 de 3 pages, là on n'est pas bien traitant, quoi. On n'est pas dans de la maltraitance, mais pas loin selon moi. On ne prend pas en compte les droits de la personne, la singularité, etc. Mais il y a des choses qu'on fait. Quand vous faites un accueil d'un nouveau bénéficiaire et que vous lui remettez un annuaire épais comme ça, avec la charte, le machin, le contrat, le truc, l'RGPD, etc., etc., c'est tout sauf simple pour lui. Alors, c'est pas maltraitant, mais je ne sais pas si c'est bien traitant. Donc, il y a tout le travail qu'on a à faire au niveau de l'association aussi, par rapport à notamment l'appropriation du FALC, facile à lire, à comprendre. Ça peut être une démarche bien traitante, par exemple. Mais pour l'instant, je n'y connais rien à ce truc de FALC. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, il faut un cadre institutionnel stable aussi. Ça contribue fortement à avoir un environnement bien traitant. Quand je suis arrivé à Bicideki, je crois que j'étais le 15e en 18 ans ou le 18e en 15 ans, je ne sais pas trop. Et c'est vrai que cette notion d'instabilité de l'équipe d'encadrement ou de l'environnement institutionnel où vous avez des professionnels qui partent tout le temps, qui sont en arrêt de maladie, etc., ce n'est pas quelque chose qui va venir faciliter la bien-traitance, en tout cas au sein de l'institution, parce que la connaissance des besoins des personnes risque de se diluer. Par rapport au cadre institutionnel stable aussi, ce qui est dit dans la reco bien-traitance, c'est que systématiquement, il faut prendre en compte les situations de violence. D'accord ? Dès que vous avez dans vos établissements, dans vos services, une situation de violence qui apparaît, il faut vraiment la prendre en compte sérieusement et il faut pouvoir la traiter. On a un outil qui est hyper pratique et hyper efficace par rapport à la prise en compte des situations de violence ou des situations de crise, qui est vraiment la notion de troubles et crises dans Hermès. Je vous invite très vivement à vous appuyer sur cet outil-là si vous n'en avez pas d'autres aussi fins, puisque, alors peut-être que sur le moment, pour un trouble et crise, ça ne va pas forcément beaucoup vous aider, mais si vous êtes confronté à une majoration des troubles et crises d'une personne, ça va venir permettre d'objectiver la sévérité des troubles de la personne déjà, et en plus, vous avez déjà les outils qui vous permettent de commencer l'analyse fonctionnelle des troubles du comportement de la personne sans devoir déployer un gros arsenal d'outils d'analyse fonctionnelle de comportement problème qu'on ira chercher ailleurs, qui nécessiterait parfois des supervisions. Je continue sur la reco bien-traitance. L'enrichissement des structures et des accompagnements par toutes les contributions internes ou externes. Là-dessus, je dirais rapidement sans lire les petits points, c'est peut-être le point auquel je suis le plus attaché pour prévenir les situations de maltraitance en établissement, c'est l'ouverture de l'établissement sur son environnement. Il n'y a rien de plus inquiétant qu'un IME où on ne peut pas rentrer, où les parents ne peuvent pas rentrer, qui ne prend pas de stagiaire, dans lequel il n'y a pas de supervision extérieure, dans lequel les professionnels ne peuvent pas trop aller en formation à l'extérieur,
dans lesquels on va freiner un petit peu les prises de contact entre les différents professionnels, de peur qu'ils se rencontrent entre eux et qu'ils échangent sur ah bah ouais, mais chez moi, il y a ça qui se passe, c'est peut-être pas normal, etc. Si on sent vraiment les boîtes qui sont repliées, refermées sur elles-mêmes, là, on va avoir des signaux qui, quand on regarde d'un point de vue macro de l'extérieur, les signaux vont pouvoir être préoccupants. Si vous avez une boîte où c'est ouvert, c'est open bar, on prend des stagiaires, les gens rentrent facilement, il y a une facilité d'accès pour les différents professionnels à rencontrer d'autres personnes. Si vous avez une possibilité de participer, la formation X ou Y offerte par le collègue d'à côté, bah ouais, t'y vas, il n'y a pas de souci. Oui, là déjà, vous commencerez à avoir des gages de structure qui est susceptible, si ce n'est de promouvoir la maltraitance, de ne pas avoir de trop grosses inquiétudes avec la présence de situations de maltraitance déjà bien enquistées. Le soutien professionnel dans la démarche de bientraitance, donc la promotion de la parole de tous les professionnels, la prise de recul encouragée et accompagnée, et un projet d'établissement ou de service construit, évalué, réactualisé en s'appuyant sur tout le monde. Il y a un truc dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais je vais l'évoquer rapidement maintenant, c'est les histoires de fiches d'événements indésirables. D'accord ? Vous avez peut-être commencé à en entendre parler puisque ça arrive là au niveau de l'association. Ça peut paraître complètement démago vu de l'extérieur, cette histoire de fiches d'événements indésirables qu'on complète à chaque fois il y a quelque chose qui nuit à la qualité de vie de la personne ou au bon fonctionnement de l'établissement. Le fait de devoir compléter le truc systématiquement, ça peut paraître démago, sauf que d'une part, c'est une forme de reconnaissance de la parole des professionnels. Moi, quand j'ai un professionnel qui m'adresse une fiche d'événement indésirable parce que le rendez-vous avec machin, il aurait dû être annulé, mais il n'a pas été annulé, et donc du coup, je me retrouve en difficulté dans l'accompagnement parce que je me suis pris les difficultés de la personne en pleine tête alors que je ne m'y attendais pas. Ben, c'est important de prendre en compte ces difficultés-là. Et le salarié sait que je l'ai en tête. Quand j'ai un salarié qui prend un coup dans la figure et que j'ai une fiche d'événement indésirable, je sais que systématiquement, je vais le prendre mon téléphone, je vais être mis au courant, etc., etc. Donc, et ça va se traduire dans le rapport d'activité et ça va venir dire qu'on a pris en compte l'expression des salariés autour de situations complexes auxquelles ils ont été confrontés. Voilà. Juste cet exemple-là, ça, c'est un exemple de prise en compte de la parole des salariés. Donc, il y a des choses, voilà, dans ce que je vous raconte, c'est pas que du grand discours d'un directeur là, dans un établissement dont vous ne connaissez pas le fonctionnement et peut-être qu'il y a plein de choses qui dysfonctionnent dans ce que je vous présente. On est sur un temps de formation où je vous présente un idéal. Je suis loin d'être aussi idéal que ce que je vous présente. D'accord ? N'empêche qu'il y a des choses qui existent et qui fonctionnent. Donc, la maltraitance et la violence institutionnelle. Une dimension incontournable, des dimensions incontournables et douloureuses à évoquer. Toutes nos structures sont susceptibles d'être porteuses de maltraitance. Nous tous, dans nos accompagnements, on est susceptibles d'être porteurs de maltraitance. On peut tous avoir un geste d'accompagnement physique qui va être trop brusque. On peut tous avoir une façon de s'adresser à la personne accompagnée qui va être, on va parler trop fort, on va lui crier dessus, on va gueuler, on va lui dire allez, dépêche-toi, c'est bon quand même, tu vas pas m'embêter, machin. Ou alors attends, ça c'est une situation typique, Bisideki, hein, ce matin, mais ça arrive tout le temps. Oh, tu peux quand même attendre 5 minutes avant de partir en activité. Sauf que le mec il est autiste, que le départ en activité il est à 10h, qu'à 10h30, il faut partir en activité, il faut partir en activité, il faut partir en activité. L'autre, il commence à bouger un peu. Et enfin, quand même, tu peux attendre. Ben ouais, mais non, il ne peut pas attendre. D'accord ? Alors, la situation là évoquée, si tu es une petite maltraitance, ou il n'y a pas de petite ou grande maltraitance, c'est une situation de maltraitance qui s'explique par le fait que l'encadrante, elle était seule, elle devait partir avec son groupe de 4. Au moment où le groupe de 4 devait partir, il y en a une qui a fait caca dans sa culotte, il fallut accompagner celle qui faisait caca dans sa culotte pour lui changer le pantalon, etc., etc., etc. Quand je vous dis qu'il y a ces situations-là qui arrivent, je ne vous dis pas qu'il y a les gentils, des méchants, il y en a qui font bien ou mal, je vous dis que juste, voilà, en utilisant cet exemple-là, et vous fermez les yeux, vous pensez à la journée que vous venez de passer, je suis sûr que vous en avez toute une en tête, d'accord ? Ou tous une en tête, je crois qu'il y a un monsieur, au moins, un, non, 2. Donc voilà, donc c'est vraiment important d'avoir en tête que ces situations, elles arrivent dans nos structures et que notre job, c'est de faire en sorte qu'elles surviennent le moins souvent possible, d'accord ? Les situations de maltraitance à proprement parler,
elles doivent être parlées, elles doivent être dites, elles doivent être évoquées en toute transparence. Alors certes, vous allez avoir des situations qui vont devoir donner lieu malheureusement à des sanctions disciplinaires, mais la plupart du temps, quand les situations de maltraitance sont évoquées de façon tranquille, transparente, par le biais des fiches d'événements indésirables, qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé, si on fait une analyse des causes et du contexte, etc., pourquoi tel éduc s'est mis en colère très fort après telle personne, ou pourquoi il l'a collé au mur de façon un peu inappropriée, ou pourquoi vous avez des choses comme ça qui se sont passées, oui, certes, il a eu tort, mais peut-être que ça fait 4 fois qu'il a tiré le signal d'alarme parce que cette personne-là, ce résident-là, a des troubles du comportement sévère et qui fait peur à tout le monde et qu'on ne sait pas quoi faire. Ou peut-être que ça fait 10 000 fois qu'il dit qu'il n'a pas la place pour mettre la nourriture du week-end dans le frigo et qu'au moment où on lui a ouvert la nourriture, il a passé 1 heure à jouer au Tetris dans le frigo et que ça a insupporté la personne. Voilà. Donc, vraiment, dans les situations complexes, on doit avoir une prise en compte globale des situations. Ce qui ne veut pas dire que les responsabilités individuelles ne sont pas impliquées et qu'on a tous des responsabilités individuelles dans la façon dont on intervient, de la façon dont on agit. Du coup, la maltraitance sous toutes ses formes. Donc là, j'évoque une autre écho, je passe de la bientraitance à la maltraitance et évoquer la notion de maltraitance. Donc, comment le définit la ROCO? La maltraitance sous toutes ses formes représente l'atteinte la plus grave à la dignité des personnes accueillies. La maltraitance n'est pas un risque hypothétique et lointain, mais c'est bien un risque incontournable lié aux pratiques de tous les professionnels au contact de personnes vulnérables, quel que soit notre métier. Voilà, donc c'est un risque qui est présent. Désormais, alors je ne sais pas si ça a été le cas quand j'ai recruté Chloé, mais désormais, systématiquement, quand je recrute un professionnel, notamment au SAMSA, à Bicideki, je ne le fais pas, au SAMSA, je lui pose la question de savoir s'il y a des risques de maltraitance auxquels on est confronté quand on travaille au SAMSA. Si un SAMSA, on est milieu ouvert, des adultes autistes, dont beaucoup sont sans déficience intellectuelle. Et la personne, souvent, elle commence, bah non, pas trop, enfin, je vois pas trop. Et puis finalement, on voit le risque d'emprise. Et finalement, on voit le risque d'atteinte à caractère sexuel. Et finalement, on voit le risque du danger que ça représente d'être seul en relation duel avec la personne dans son milieu de vie habituel, n'est pas sous le regard de qui que ce soit d'autre, etc., etc. Donc, dans tous les environnements de travail, c'est pas uniquement pendant la nuit dans une structure pour personnes très déficitaires et que personne ne fait le contrôle que la situation de violence peut intervenir. La situation de violence, ça peut intervenir dans toute situation. Donc la condition préalable est cruciale et le développement d'une culture de la sécurité qui ne soit pas axée sur la faute. On n'est pas sur une notion de faute. On n'est pas sur la culture de la faute, sur l'individu, sur le mythe de l'infaillibilité humaine, mais qui soit ouverte, constructive, non culpabilisante, qui permette aux professionnels de se rapporter les erreurs, de les discuter, d'en tirer les enseignements et aux décideurs de mettre en place des mesures de prévention et de réduction des risques. Savoir que on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire que quand vous avez une situation de violence où vous avez un professionnel qui va dévisser ou qui va pas bien faire les choses, on va se poser la question de la responsabilité individuelle de la personne. Ce qu'on leur dit systématiquement quand on embauche les gens, si vous êtes en difficulté, vous le dites. Et effectivement, un professionnel qui ne va pas nous alerter, qui justement ne va pas compléter les fiches d'événements indésirables, qui ne va pas dire qu'il est en difficulté parce qu'il va se sentir impuissant, etc., etc., oui, là, pour le coup, sa responsabilité va être engagée. Par contre, quelqu'un qui va se sentir un peu acculé, qui va dire avec un tel, je m'en sors plus, qui va sonner 3 fois la sonnette d'alerte, on va avoir les troubles et crises dans Hermès, on va avoir les fiches d'événements indésirables. Moi, j'ai pas bougé parce que je faisais l'autruche, parce que la situation est très compliquée. Puis finalement, quand on regarde de l'autre côté, on se pose pas trop de questions, ça se passe pas si mal que ça. J'ai tout autant de responsabilités que la personne, voire plus. C'est facile, hein. Dans le premier IME que j'ai dirigé en Charente, j'avais un éduc, il était costaud. Voilà, le mec, il faisait 1m75, 85 kg, première ligne de rugby. Il avait une voix bien placée, et quand il haussait le ton, et ça filait droit, d'accord? Et on entendait souvent les collègues, oh ouais, je dirais pas son nom, mais avec machin,
je trouve quand même qu'il est un peu raide, je trouve quand même qu'il est quand même, ouais, c'est limite maltraitant quand même des fois parce qu'il peut être dur avec les personnes. Ouais, mais sauf que les collègues, eux, le soir, quand il y avait le bazar coup de groupe, c'est attention demain, tu vas voir, et puis on va le dire à truc, et puis tu vas voir comment il va t'en parler, tu vas te faire engueuler. C'est quand il y a un clash, qui c'est qu'on appelle? C'est machin, et c'est lui qui scoltine la situation. Le mec, c'est un vrai cœur d'artichaut, en vrai, finalement. Et il est venu m'en parler, mais de lui-même, quoi. Il me dit, j'en peux plus de cette posture, de cette situation-là, et de la situation dans laquelle on me met. Et c'est clairement l'institution qui avait fait que lui était devenu un point d'équilibre, parce qu'il avait accepté d'assumer ce costard-là, ou on l'avait fait assumer ce costard-là, mais ça générait insidieusement de la violence et de la maltraitance. C'est pas arrivé, mais ça aurait très bien pu arriver, qu'il mette une claque ou qu'il ait un comportement agressif vis-à-vis d'une personne accompagnée. Et ça, pareil, alors je parle plus pour les institutions, là il y a plus des gens qui sont en CESAD ou en service, mais vraiment dans les établissements, il faut faire hyper attention à ça. C'est-à-dire celui qui va être pointé comme l'éduc maltraitant, qu'est-ce qu'il fait sur le plan institutionnel qu'on l'a mis en situation d'occuper cette place-là? La systémie, c'est vachement intéressant quand même pour réfléchir à toutes ces situations-là. Donc voilà, et ça, ce guide, alors je vous ai mis la référence là, si vous voulez aller voir, vous copiez-coller, puis vous allez voir sur Google, c'est un vieux machin de 2008, mais qui est super intéressant pour identifier les structures ou les institutions dans lesquelles vous avez potentiellement des risques de maltraitance. Du coup, la condition préalable et cruciale pour éviter les situations de maltraitance, c'est le développement d'une culture de la sécurité qui ne soit plus axée sur la faute sur l'individu. Donc ça, on l'a déjà vu, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et on n'est vraiment pas, donc du coup, on est sur la responsabilité, la réflexion, et on est plus sur la notion de faute. Alors, une fois que j'ai dit ça, soyez rassurés, je ne suis pas totalement démago, d'accord? C'est la pensée complexe et la réflexion complexe autour de la compréhension des situations, n'en déplaise à un certain ancien Premier ministre, ne s'oppose pas à la prise en compte des responsabilités individuelles, d'accord? Donc, les notions de contrôle, les notions de responsabilité, c'est vraiment des choses qui restent essentielles et ça fait partie du boulot des cadres hiérarchiques. Les règles, les lois ont pour objectif de définir des règles de vie en collectivité, en société, afin de garantir notamment au mieux les libertés de chacun, l'exercice de ses droits. Les lois ont également un objectif de protection. Okay? Les lois, elles ne sont pas là pour nous embêter, elles sont là pour nous protéger. Il est essentiel que chacun puisse respecter les règles qui doivent être unanimement admises. Pour cela, la perspective d'une sanction est nécessaire. Je dois savoir, et ça nous rassure tous, si on est à peu près sain, voilà, si on a un fonctionnement à peu près adapté, ça nous rassure tous que de savoir que si on transgresse une règle, et ben, du coup, on aura une sanction derrière. Une loi, une règle dont le non-respect n'est pas sanctionné, perd de son sens. L'échelle des sanctions doit être graduée afin que les sanctions prennent sens et que chacun prenne conscience de l'importance du respect d'une règle au-delà de la peur de la sanction. Les sanctions doivent permettre aux personnes victimes de cette transgression de savoir qu'elles sont protégées et reconnues comme victimes. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui sont essentiels. On a un cadre, on a des règles, on a un règlement. Les choses doivent être respectées. Si elles ne sont pas respectées, il doit y avoir des conséquences. Je reviens sur un autre point auquel ça me fait penser. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le diapo aussi clairement que ça, donc je l'évoque maintenant. Dans la démarche de bientraitance et dans la reconnaissance de la parole des professionnels et du statut des professionnels, c'est hyper important d'avoir deux réponses quand on a un professionnel qui est confronté à des troubles du comportement, notamment hétéro-agressifs, de la part d'une personne accompagnée ou éventuellement d'une famille. D'un côté, vous avez, on va dire, il y a deux choses. Il y a la fiche troubles et crises et il y a la fiche d'événements indésirables. Et elles ne servent pas à la même chose. Dans la fiche troubles et crises, vous allez éventuellement amener une réflexion autour de la réponse donnée aux troubles du comportement de la personne suite à une analyse fonctionnelle. Donc, vous avez un bénéficiaire ou un résident, déficience légère, qui va vous agripper, qui va vous traiter de tous les noms, etc., etc., etc. Vous allez vous retrouver,
ou qui va vous mettre la main entre les jambes ou sur la poitrine, ou qui va vous dire des choses qui vont vous faire peur. Vous allez vous retrouver, vous, professionnel, très insécurisé, et vous allez vous sentir, et vous aurez été agressé. Donc, du coup, comme vous avez été agressé, vous devez aussi compléter la fiche d'événements indésirables. Et dans cette fiche d'événements indésirables, vous avez la croix trouble du comportement hétéroagressivité, et vous avez la croix risque psychosocial. C'est fondamental que les deux soient distingués dans la réponse institutionnelle qui va être apportée. Parce que d'un côté, on ne va pas chercher à faire reconnaître la victime par la réponse qu'on va apporter à la personne accompagnée. Peut-être que la notion de sanction ne sera pas opérante. Parce que peut-être qu'au moment où la personne a eu tel ou tel acte, il y avait des choses qui s'étaient passées, une surcharge sensorielle, quelque chose qui n'avait pas été structuré comme prévu, montée d'angoisse, d'anxiété X ou Y, etc. Et donc, du coup, la personne était en grande souffrance. Du coup, elle a eu ce comportement-là. Il n'empêche qu'il faut quand même lui rappeler le cadre et la règle, mais il faut l'appréhender d'une certaine façon. Mais de l'autre côté, le salarié, si sa parole n'est pas prise en compte ou entendue, il va attendre d'être reconnu comme victime par le biais de la sanction qui sera posée sur l'auteur. Et donc, du coup, c'est fondamental que sur le plan institutionnel, il y ait un temps d'échange, d'écoute, de parole qui soit pris avec un cadre hiérarchique, qu'il y ait une possibilité d'avoir un lieu d'expression interne à l'institution ou externe à l'institution. Ici, ils savent que sur leur temps de travail, ils peuvent se rendre au CMP du coin pour échanger avec une infirmière dans un premier temps, si vraiment il y a un vécu traumatique très important. Ça fait 15 ans que j'ai ouvert sa possibilité aux salariés avec qui je travaille, je crois que personne ne l'a jamais saisi. N'empêche qu'on sait que c'est présent, il y a un filet de sécurité. C'est vraiment important dans les notions de bien-traitance et de prévention de la maltraitance d'avoir ces deux instances de prise en compte des troubles du comportement hétéro. La réponse apportée à la personne et distinguer la prise en compte de la souffrance et de la situation de victime du salarié. Du coup, au niveau des droits des usagers, il est possible de regrouper les droits des usagers sur 3 catégories. Je vais accélérer. Donc, les droits spécifiques visant à protéger les personnes vulnérables, les droits visant à respecter l'intégrité morale et les libertés, et enfin, le respect de la dignité des usagers. Voilà. Donc, vous avez un certain nombre de droits qu'ont les usagers. S'ils ne sont pas respectés, on peut avoir des éléments de maltraitance. Derrière, on a eu définition de la violence. Alors jusqu'à hier midi, c'était la seule à laquelle je me référais. Maintenant, comme il y a un texte de loi dont j'ai eu connaissance hier soir, je ne parlerai pas de violence, je parlerai de maltraitance, on le reverra tout à l'heure. Donc sur les définitions de la violence, alors c'est les définitions un peu bateau qui reviennent toujours, Tomkiewicz et Courbet derrière, puis le Conseil de l'Europe, n'empêche qu'elles méritent d'être connues. Donc Stanislas Tomkiewicz, la violence, c'est toute action commise par ou dans une institution, ou toute absence d'action, d'accord? Le fait de laisser un gamin la liberté de l'émergence du désir, du machin, du truc, et donc on le laisse dans son coin pour pas qu'il acquiert de nouvelles formes, machin, bah, c'est une forme de violence, si on se réfère à la définition de Tomkiewicz. Toute action commise par ou dans une institution, ou toute absence d'action qui cause à l'enfant une souffrance physique ou psychologique inutile et ou qui entrave à son évolution ultérieure. On a une question éthique vachement intéressante avec les IDE ici. On a fait de l'habituation aux soins et on devait faire un électromyogramme à une de nos bénéficiaires. C'était hyper important de pouvoir le faire parce que ça engageait son pronostic sur le plan de la santé. Sauf que un électromyogramme, il faut que la personne ne bouge pas, mais ça fait mal. Et est-ce qu'on mettait la personne d'être en situation de ressentir la douleur qu'elle allait ressentir au moment de l'électromyogramme ou pas? On s'est posé la question. Finalement, on ne l'a pas fait. Elle a fait son myogramme, c'est bien passé. Mais voilà, je ne sais pas, la question de notion d'utile ou inutile, je m'excuse, mais je réagis en direct en la lisant. Donc, cette définition de Tomkiewicz a été complétée par Eliane Corbet. Tout ce qui contredit ou contrevient aux lois du développement, tout ce qui donne prééminence aux intérêts de l'institution ou aux intérêts de l'enfant. Donc, quand vous avez une institution, comme on a été confrontés tous, qui est confrontée à du manque de personnel, parce que le Covid, parce que machin, et que du coup, on fait changer des choses dans les habitudes de vie de la personne à cause de ces contraintes institutionnelles, on a une forme de violence qui est infligée à la personne. Le Conseil de l'Europe en 87, la violence se caractérise par tout acte ou omission
commis par une personne s'il porte atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique, ou à la liberté d'une autre personne, ou compromet gravement le développement de sa personnalité et ou nuit à sa sécurité financière. Donc, ça, c'est la nouvelle qui vient de sortir, que dans 3 mois, on connaîtra tous par cœur, j'en suis sûr. Donc, loi, je ne sais plus son numéro, je ne l'ai pas noté. Non. Donc, la loi du... Donc, c'est l'article L119 du Code de l'action sociale et des familles et la fameuse loi du 7 février 2022, je crois. Il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. Donc voilà. Donc j'imagine qu'à partir du moment où le Code de l'action sociale et des familles a fait l'effort de définir la notion de maltraitance, derrière on va avoir des textes de loi et des décrets qui vont nous amener à définir les actions correctives et l'État et les ARS, etc. mettront en œuvre des choses et attendront vis-à-vis de nous qu'on mette en place un certain nombre de choses pour prévenir ces risques de violence. Donc là, j'ai repris les typologies de violence. Je ne vais pas m'y arrêter parce que déjà, du coup, elles sont un peu caduques ou anciennes. Donc, vous avez différentes typologies de violence, oui. Et le texte auquel je fais référence et le groupe de travail qui l'a précédé, qui a travaillé sur l'élaboration de cette loi et notamment sur la définition de la maltraitance, a également défini des typologies de maltraitance. Mais sincèrement, je n'ai pas eu le temps de les retrouver. Je les ai vues hier, je ne les ai pas retrouvées tout à l'heure. Donc, elles ne sont pas là. Mais il y a des typologies de maltraitance. Au niveau des sources du droit de l'usager, on a la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit les traitements inhumains ou dégradants. Donc, Convention européenne des droits de l'homme interdit un certain nombre de choses. Donc, j'aurais pu le mettre aussi dans les ressources documentaires au début et dans les sources du droit, pardon. Donc, les notions évoquées plus haut participent et doivent s'inscrire dans un fonctionnement institutionnel global. La bientraitance des personnes accueillies ne s'inscrit que dans une culture globale de la bientraitance. C'est-à-dire qu'on ne va pas exiger de vous individuellement que vous soyez bientraitant. On va attendre de vous que vous soyez bientraitant, mais ce n'est pas vous seul individuellement qui pouvez être bientraitant. C'est l'ensemble de l'environnement institutionnel, y compris associatif, qui lui va devoir être bientraitant par son organisation, par la façon dont il vous accompagne, par l'effort de formation. Moi, je tire un gros coup de chapeau, puisqu'elles sont là, Marie Schuster et Sonia, tout le job qui est fait. Moi, d'avoir des formations, connaissances de base de TSA pendant 2 jours à 150 balles les 2 jours, je crois, en visio. Même moins que ça. Voilà. Voilà. Là, on est purement dans de la bientraitance. Dans les établissements que je dirige, 100% des salariés avec lesquels je travaille, y compris les personnes qui vont faire des CDD de plus d'1 mois, auront suivi la formation connaissances de base TSA. Et quand ce n'est pas possible parce qu'elles arrivent la semaine prochaine et la formation c'est la semaine prochaine, eh ben moi je vais prendre une demi-journée avec les gens et je vais leur brosser en une demi-journée. Voilà, les TSA, qu'est-ce que c'est, les particularités sensorielles, les défauts d'initiative, tout le côté fonctionnel de la communication et tout ce que je viens de vous raconter sur la bientraitance, machin. Et du coup, je vais leur expliquer les outils, comment ils fonctionnent. Voilà, les nouveaux CDD qui arrivent là jeudi matin, j'ai 3 heures de boulot, je vais passer 3 heures avec eux et peut-être qu'ils travailleront qu'une semaine, peu importe. Les billes, le cadre institutionnel aura été posé. Donc du coup, les nouvelles obligations induites par la loi Taquet, c'est un copier-coller d'un document qui est préparé par le pôle qualité et conformité que Naomi m'a transmis tout à l'heure. Donc, précise la politique de prévention de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l'établissement ou le service. Donc vous voyez, ça y est, c'est écrit dans la loi. Hein. Désigne une autorité extérieure de l'établissement ou du service. Ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on va avoir une personne désignée à l'extérieur qui va devoir être, je pense, alors je ne sais pas comment ça va se traduire, hein, mais en gros, il va y avoir une personne à l'extérieur qui sera désignée soit par nous, soit par l'ARS, je ne sais pas, je pense que c'est nous, mais cette personne-là
aura toute légitimité et capacité de venir quand elle le souhaite dans l'institution pour voir ce qui s'y passe, pour être certain qu'il n'y a pas de situation de maltraitance. Je vous parlais de l'ouverture sur l'extérieur tout à l'heure. Ça sera comme les personnes qualifiées, Patrice, ce ne sera pas l'organisme gestionnaire qui désigne. D'accord. Et voilà, ça, je trouve ça assez génial. Les schémas d'organisation sociale médico-sociaux doivent également définir la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements, services, les lieux. Donc voilà, on est dedans parce que le texte il est sorti le 22 février. Les directeurs, on était en réunion à Paris en janvier. Il y a un boulot qui est engagé autour de la rédaction de la charte de prévention de la maltraitance. Voilà, je crois que j'y suis là, voilà. Et puis j'ai fini, je suis presque dans les temps. Donc voilà. Au niveau de l'association, on a vraiment engagé un boulot autour de la charte qui va être vraiment intéressante. Ça a permis de lister tous les efforts qui sont faits dans toutes les boîtes et on se rend bien compte que tout le monde a travaillé autour de cette question-là d'une façon ou d'une autre. Donc maintenant, on va tout être en ordre de marche et tous être en ordre de marche de façon un peu cohérente. Il y a toutes ces formations dont je vous parlais tout à l'heure qui sont vachement intéressantes. Il y a la direction de qualité conformité qui, au-delà du côté je vous aide et on est sympa et machin, il y a aussi cette notion de contrôle et de cadre. C'est-à-dire qu'on est tous soumis à ce contrôle, ce cadre-là, et le fait d'avoir une instance associative à laquelle nous, directeurs, on doit rendre des comptes par rapport à notre conformité, je trouve que c'est vachement intéressant et sécurisant aussi. Une gestion des événements indésirables, donc voilà, ces histoires de fiches d'événements indésirables qui vont arriver. Et rassurez-vous, ça se fait, mais très très facilement. Ça fait 8 ans que je gère tous les événements indésirables. Voilà, j'en ai 150, 200 qui sont transmis tous les ans. Voilà, ça se gère bien. Et derrière, c'est hyper sécurisant. Et quand je me rends compte que l'année dernière, j'avais 48 fiches d'événements indésirables qui m'avaient été transmises, impliquant des risques psychosociaux, des situations professionnelles à risque, et que sur 2022, j'en ai que 2, et ben, ça donne des éléments concrets autour de certaines choses qui ont pu être faites. D'accord? C'est un vrai thermomètre intéressant. Et vous, ça vous permet, avec vos directions, aussi d'avoir un vrai échange avec des éléments objectifs, comme d'avoir les troubles et crises, comme d'avoir les traitements si besoin. Voilà, vous avez tout un ensemble d'indicateurs. On peut me dire, ouais, Coty, il est démago avec ses chiffres dans ses rapports d'activité, qu'est-ce qui nous bassine? Sauf que, ouais, moi, c'est des chiffres qu'on me donne. Et que derrière, je traite et j'analyse en fonction d'eux. Donc, quand je parlais d'évaluation tout à l'heure importante dans le diagnostic, vous êtes encadrant, intervenant auprès des personnes. Moi, mon boulot de directeur, c'est d'évaluer la situation et l'état de la boîte que je dirige. Et pour ça, j'ai des indicateurs. Donc, tout le monde sait maintenant que je m'appuie sur ces indicateurs-là. Donc, charge à tout le monde de pouvoir se les approprier, de les compléter. Et ça marche. Et ce n'est pas vécu comme contrainte, au contraire. Et toutes les semaines, en réunion, on traite 3-4 fiches d'événements indésirables. Donc, direction qualité conformité qui joue son rôle, la gestion des EI et ce que je vous disais, la prise en compte systématique des troubles et crises dans Hermès, c'est un vrai élément de bien-traitance. C'est-à-dire que si vraiment vous l'utilisez, vous arriverez à avoir des éléments d'analyse fonctionnelle déjà pertinents. Et c'est aussi de la bien-traitance des professionnels parce qu'on va reconnaître votre boulot et puis on ne va pas venir vous embêter, pour ne pas dire autre chose, en vous faisant compléter des protocoles machin, trucs, muches d'analyse fonctionnelle qui peuvent être un peu lourds des fois parce que je sais qu'on a tous autre chose à faire que de compléter des écrits. Et j'ai presque fini dans les temps. Mais du coup, on n'a pas eu le quart d'heure de parole. Merci Patrice.